webinaire de ce jour comme prévu. Donc, le webinaire, en passant, je rappelle qu'il est enregistré. Donc, on pourra vous envoyer le replay après pour que vous puissiez le revisualiser au cas où vous aurez manqué un bout. Donc, ceci dit, Elie, let's go. D'accord. Merci, Jules. Alors, en tout cas, bienvenue à tous. Nous sommes là aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous, donc un webinaire pour parler du sujet du SD-WAN. Donc, le thème, c'est le SD-WAN et la sécurité. Pourquoi le SaaS est le futur du SD-WAN et de la sécurité. Donc, nous avons notre partenaire Adaptive Networks qui est là. Nous allons laisser le soin à chaque intervenant de se présenter et nous allons démarrer la présentation. Parfait, merci Elie. Merci Elie. Donc, je me présente, Bernard Breton. Je suis le président directeur général de la société Adaptive Networks, une société canadienne. Et j'ai avec moi ici, chez la Saint-Roseux, Pierre-Luc. Oui. Bonjour, mon nom est Pierre-Luc Vary. Je suis ingénieur des ventes. On est dans la même pièce, désolé. Donc, mon nom est Pierre-Luc Vary, je suis ingénieur des ventes chez Adaptive Networks. Donc, je vais co-présenter. Bernard va présenter et moi, je serai là pour faire une petite démonstration un peu plus tard. Merci. Merci, Pierre-Luc. Donc, sur ce, désolé pour l'écho, j'ai oublié de mettre mon microphone à off. Donc, je vais partager mon écran. Une seconde. Je vais y avoir d'ici quelques secondes ma présentation. S'il vous plaît, me confirmer que Jules, ou Elie, que vous voyez bien la presse? Oui, on voit bien la presse. Ouais. Donc, parfait. Bon, donc, allons directement au sujet. Donc, comme Jules et Elie l'ont mentionné, aujourd'hui, il y a une réelle opportunité avec le SASE, Secure Access Service Edge, l'évolution du marché, la convergence de la sécurité et de la réseautique cloud, créer une opportunité réelle pour les entreprises d'avoir accès à des couches de sécurité et des couches de réseau simplifiées à haute performance, à haute résilience, dans un contexte de modernisation et de transformation numérique. Et c'est bel et bien de ça dont on va parler aujourd'hui. Et bien sûr, Adaptive Networks est une société qui s'inscrit qui est un éditeur logiciel qui développe des technologies qui permettent le déploiement de ces solutions-là. Donc, pour démarrer avec simplement une image, si quelqu'un traverse la rue en regardant son téléphone mobile, par exemple en textant, en traversant la rue, ultimement, à chaque fois, il y a un risque qui est pris, qui est encouru. Et ultimement, un jour, arrivera la mauvaise nouvelle, il y aura un accident et vous serez heurté par un véhicule. La sécurité, c'est un peu la même chose. Une entreprise qui n'a pas de solution de sécurité peut très bien traverser la rue comme cette personne-là et s'en sortir très bien en traversant la rue. Il est possible que les bagnoles vont simplement pas heurter la personne. Mais si on le fait suffisamment longtemps, c'est une question évidente, que c'est un élément évident que le risque encouru est élevé et qu'à terme, il y aura un problème. Et la sécurité, c'est la même chose. Et quand on regarde la situation en termes de stratégie de sécurité, particulièrement dans les petites et moyennes entreprises, on voit que plus de la moitié des petites et moyennes entreprises n'ont pas de solution de sécurité, aucune mesure de cybersécurité d'aucune forme. Et pourtant, plus de la moitié de celles-ci, en une seule année, ont été victimes d'une attaque. Et donc, il y a une décorrélation majeure entre le risque et les solutions pour le risque. Bien sûr, la question, c'est toujours, mais pourquoi? Pourquoi ces entreprises-là ne font pas l'effort? Mais en fait, dans les sondages, je n'ai pas les données avec moi, mais je vais en parler ici. Dans les sondages sur le sujet, on voit qu'à peu près les deux principales raisons, les deux principaux freins à l'élaboration d'une stratégie de cybersécurité et la mise en place d'une stratégie de cybersécurité, élaborer la stratégie, si on n'est pour pas la mettre en place, ce n'est pas très utile. Donc, l'élaboration et la mise en place d'une solution, d'une stratégie de cybersécurité sont le coût et la complexité. La stratégie d'Adaptive, c'est une meilleure expérience réseau, une expérience réseau simplifiée, mais pour laquelle il y a 4 propositions de valeur profondément importantes. La disponibilité du service,
avec des fonctionnalités SD-WAN, donc Software Defined Wide Area Network, qui permettent d'avoir un haut niveau de disponibilité de service. Une qualité applicative fort améliorée. Il y a un ensemble de fonctionnalités dans le SD-WAN qui permet de délivrer une qualité applicative bien supérieure que ce que peuvent faire les réseaux eux-mêmes, donc les réseaux typiquement de type Internet. Troisièmement, et c'est le sujet SASE, hein, Secure Access Service Edge, c'est la sécurité sur le cloud, ben, c'est la sécurité du réseau. Il y a un ensemble de richesses fonctionnelles dans le SD-WAN et dans le SASE qui permet d'obtenir une meilleure cybersécurité. Et finalement, une solution qui est autogérée, qui est facile à gérer, pour laquelle on a accès à des tableaux de bord, des alertes, etc., pour avoir une visibilité complète de ce qui se passe dans le réseau. Et tout ça s'inscrit dans un contexte de transformation numérique pour les PME. En 2023, il n'y a pratiquement aucune entreprise qui ne sont pas dépendantes, soit en partie ou complètement, de l'accessibilité de services numériques, que ce soit pour le paiement, que ce soit pour les applications de spécialisés de domaine. Par exemple, si on va chez un dentiste, ben, il est à peu près certain que les rendez-vous sont dans une plateforme cloud, que les outils d'imagerie sont dans le cloud. Et donc, du coup, l'accès aux applications qui sont donc distribuées dans le cloud est absolument fondamental pour permettre à cette entreprise de continuer d'opérer. Et dans ce contexte-là, il ne faut pas oublier que, je vais prendre l'exemple de mon dentiste, le dentiste ou le bureau de dentiste n'est pas une firme de technologie de l'information. Il répare des dents. Pour eux, la technologie de l'information est une façon d'être plus efficace dans la livraison de leur service qui est la réparation des dents. Et donc, c'est très important que la solution de réseau, la solution de sécurité soit simple, performante, fiable et ait un bon ratio coût-efficacité. C'est-à-dire qu'on ne va pas nécessairement aller vers la solution la moins chère, mais surtout la moins chère pour le prix, pour le résultat. Et ça m'amène à parler du SASE. J'ai mentionné le nom, Secure Access Service Edge. C'est un acronyme qui a été par ailleurs inventé par Gartner en 2018, lors d'un papier qui a été écrit par 3 analystes de Gartner. Et c'est plutôt une réflexion, en fait, sur l'évolution des réseaux et l'évolution des topologies de réseaux et comment la sécurité s'inscrit dans une évolution de réseau. En fait, la réflexion est la suivante, c'est-à-dire comme le contenu qui est utilisé au niveau de l'entreprise, la migration vers le cloud a été en majorité faite. Aujourd'hui, 93% de tous les flux d'entreprises sont vers le cloud. Il ne reste que 7% qui ne sont plus vers le cloud. Dans ce contexte-là, est-ce que ça a un sens de mettre la sécurité au niveau de la branche, au niveau du bureau lui-même? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt mettre la sécurité dans le cloud? Car de toute manière, c'est là que sont les payloads, c'est là que sont les applications. Et comme le SD-WAN est une transition vers le cloud du réseau, est-ce que ça a un sens qui est essentiellement une fusion de ces deux concepts-là, donc le SD-WAN et la sécurité vers le cloud? Et c'est ça qui est SASE, en fait. Le SASE, c'est d'amener la simplicité d'un déploiement cloud, tant de la sécurité du réseau, qui permet de réduire les coûts, d'avoir des solutions beaucoup plus évolutives, parce qu'on n'est pas en train de déployer des éléments on-premise. Et ça permet bien sûr de combiner l'ensemble des richesses fonctionnelles du SD-WAN au niveau de la qualité de la fiabilité applicative et de la sécurité applicative qui est permis par les solutions de sécurité. Donc, pour faire simple, le SD-WAN, le SASE, c'est le SD-WAN du SD-WAN Cloud First avec de la sécurité Cloud First. Maintenant, il y a différents niveaux de sécurité, puis on va en parler aujourd'hui parce que Adaptive offre différents niveaux de sécurité. Donc, au final, le SASE, c'est la richesse fonctionnelle offerte par le SD-WAN, plus la richesse fonctionnelle offerte par la sécurité, le tout déployé dans une convergence cloud pour les deux. Et c'est un marché qui est en progression énorme. Le SASE,
à peu près tous les analystes s'entendent pour dire qu'on est encore en début en termes de déploiement, qu'il y a peut-être entre 1 et 5 des entreprises qui ont déployé du SASI aujourd'hui, mais que c'est une tendance profonde, OK? Et que d'ici une dizaine d'années, le SASI sera dominant en termes de stratégie de cybersécurité pour les entreprises. À mon avis, et c'est notre avis chez Adaptive Networks, le SASI est particulièrement intéressant pour les petites et moyennes entreprises. Et par ailleurs, quand je dis petites et moyennes entreprises, je suis pas en train de dire les tout petites entreprises. Les entreprises, je dirais, de moins de 5 000 employés. Ça peut inclure des branches du gouvernement, etc. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que les très grandes entreprises ont des réseaux complexes. Ils ont déjà fait des investissements massifs dans la sécurité. Ça va être très compliqué pour eux de déployer du SASI. Les entreprises qui ont des plus petits bureaux, des bureaux distribués, pour lesquels les besoins de simplicité et de convergence cloud sont plus importantes, sont, à mon avis, vont être capables de tirer plus de valeur initialement du SASI que le seront les plus grandes entreprises. Et donc, ça crée une réelle opportunité pour les petites et moyennes entreprises. Encore là, le terme PME, ce n'est pas les toutes petites entreprises, mais bel et bien les petites et moyennes entreprises, donc les entreprises jusqu'à quelques milliers d'employés. Pourquoi? Parce que les propositions de valeur non fonctionnelles du SASI sont très alignées avec ce que cherchent les petites entreprises. Une simplicité inégalée. Hein. Je vais prendre mon exemple du dentiste. Je ne pense pas que le bureau de dentiste a l'intention d'avoir une personne en technologie d'information à temps plein qui va s'occuper de gérer le stack informatique nécessaire pour le bureau de dentiste. On veut des solutions autogérées idéalement, des solutions simples qui sont déployées dans le cloud pour lesquelles on n'a pas besoin d'avoir à se creuser la tête sur comment déployer et gérer la solution. Un coût d'achat réduit, je l'ai mentionné, la sécurité. Les deux principales raisons pour le manque de solutions de cybersécurité chez les petites et moyennes entreprises, c'est la complexité. Donc, la simplicité de SASI s'aligne bel et bien dans ce contexte-là. Et le deuxième, c'est le coût. Et donc, le SASI permet un coût d'achat réduit et une agilité, une évolutivité qui est absolument hors pair. On peut s'adapter à des besoins changeants très facilement dans le cloud sans avoir à changer des équipements qui ont déjà été déployés. Ultimement, ça permet d'avoir le SASI, permet aussi d'avoir une expérience utilisateur cohérente, peu importe où on est, peu importe qui on est, si on est dans le bureau ou si on est à l'extérieur. Et donc, il est possible d'avoir une stratégie simple, mais qui permet une offre globale. Donc, Adaptive Networks se positionne vraiment dans ce qu'on appelle du SD-WAN sans friction. Ce que l'on veut dire par là, c'est qu'on cherche, même si aujourd'hui Adaptive Networks a 71 brevets, ce qui nous positionne comme numéro 1 au niveau des brevets SD-WAN sur le marché global, on se focalise sur des solutions qui sont faciles. Je vais prendre l'exemple de Apple. L'iPhone de Apple est simple, mais il n'est pas un device simpliste. Il offre des capacités exceptionnelles. Et la même chose peut être dite pour Adaptive Networks. On a un stack technologique qui est très profond, mais notre objectif, c'est de garder la solution facile à acheter, facile à déployer et ultimement facile à utiliser. Et il y a un peu d'animation aussi. Et le tout est déployé complètement dans le cloud ou dans le nuage. Je sais que j'utilise le terme cloud. Personnellement, je suis canadien, on a tendance à utiliser le terme cloud tout le temps. Et aujourd'hui, tout s'orchestre autour de la solution qu'on appelle Adaptive Connect. Adaptive Connect, c'est notre réseau SD-WAN sécurisé qui permet de déployer des solutions pour différents types d'entreprises, soit des entreprises qui ont des réseaux hybrides, c'est-à-dire des réseaux privés avec de l'Internet, ou simplement de l'Internet vers le cloud, ce qu'on appelle Business Connect en termes de produits, et qui ont potentiellement des usagers, des télétravailleurs qui peuvent travailler de la maison ou de n'importe où. Donc, tout ça s'orchestre autour d'une solution qui s'appelle Adaptive Connect, qui est notre solution SD-WAN sécurisée. Si on rentre un peu plus dans la technologie de ce qu'est Adaptive Connect, Adaptive Connect, en fait, ce sont des data centers qui sont distribués géographiquement, qui permettent à un bureau quelconque qui a un device de type SD-WAN Adaptive qui est installé au bureau, qui est le point d'intersection entre le LAN et le WAN, donc l'ensemble des réseaux de type Internet qui existent ou non Internet. Donc, cette intersection-là, c'est le device SD-WAN qui est d'Adaptive Networks, qui crée un tunnel spécialisé vers un de ces qu'on appelle Cloud Gateway,
Le Cloud Gateway, c'est aussi un Security Gateway, donc c'est les deux, en fait, puis on va en parler un peu dans une seconde. Ce tunnel permet de créer d'offrir des services à valeur ajoutée qui n'existent pas sur le réseau Internet. Par exemple, du traffic shaping, donc la capacité de faire de la priorisation applicative, de l'encryption, etc. Donc, tous ces éléments-là sont de la richesse fonctionnelle qui n'existent pas sur l'Internet, mais que le SD-WAN permet grâce au travail collaboratif entre le device qui est déployé chez le client et le data center qui fait partie du réseau Adaptive Connect. L'ensemble est orchestré par un orchestrateur cloud, qui permet de définir les services et les politiques utilisées par le client pour la livraison de ces différents services-là, comme par exemple la qualité applicative. Deux entreprises n'auront pas nécessairement les mêmes besoins en termes de priorisation applicative. Une entreprise de retail, par exemple, une chaîne de magasins, va s'intéresser beaucoup à la voix et au point of sale, ce qui risque de ne pas être particulièrement important, le point of sales, pour une entreprise manufacturière, qui va s'intéresser plutôt aux applications spécialisées des entreprises manufacturières, donc peut-être plutôt la IoT, les robots, etc. Donc, on a des bouquets applicatifs qui sont différents, et donc il y aura des politiques qui seront différentes par type d'entreprise. Donc, ultimement, la solution Adaptive Connect, c'est une solution complètement autogérée, qui est centrée au niveau de l'application, qui permet d'implémenter des fonctionnalités comme la QoS, et qui est 100% cloud et sécurisé. Et l'orchestrateur, qui est la façon dont on interagit avec le service, bien, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que l'orchestrateur, c'est l'ensemble du cycle de vie de la solution. De la mise en œuvre de ce qu'on appelle la commande, c'est-à-dire la mise en place du service, le provisionnement, donc l'approvisionnement, tout le côté approvisionnement, la configuration des services, la gestion des appareils et des logiciels qui sont installés et des services, et ultimement l'exploitation des réseaux et la gestion des services. Par exemple, avoir une visibilité sur la bande passante, quel type d'application utilise la bande passante, les logs de sécurité, ce genre de choses-là, ça fait partie de l'exploitation du réseau. Et donc, maintenant, parlons un peu sécurité. Faisons un peu un deep dive ou un plongeon sur le côté sécurité. Déjà, je vais démarrer avec le fait que le SD-WAN lui-même offre déjà, de facto, plusieurs couches de sécurité importantes. Donc, si quelqu'un qui déploie du Adaptive SD-WAN, même sans rajouter des pièces spécifiques, des pièces de sécurité, nous avons deux options en sécurité, on va en parler dans une minute. Il y a déjà un nombre de fonctionnalités, comme par exemple, le fait que tous les flux sont encryptés. On a accès aussi à une application qu'on appelle MyConnect, une application qui roule sur le PC, pour les travailleurs à distance, qui est complètement sécurisée. Le fait que le réseau local du client travaille avec des adresses IP statiques privées, supporte aussi des adresses publiques, mais idéalement, on recommande toujours des adresses privées si possible, parce que ça améliore beaucoup la sécurité, parce que le client, il est impossible d'adresser directement les devices qui sont sur le LAN si on travaille avec des adresses privées, parce qu'il faut passer à travers le réseau Adaptive Connect, qui lui-même est complètement protégé. Ensuite, il y a tout le côté DDoS, qui, étant donné que les data centers Adaptive Network sont capables de gérer beaucoup de trafic, le DDoS moyen, c'est 5 gigabits par seconde. Tous nos data centers sont équipés de 20 gigabits par seconde. Donc, on est capable de protéger contre des attaques de type DDoS, donc Distributed Denial of Service. Et ultimement, créer, comme je disais, il y a de l'encryption, mais aussi la capacité de créer un réseau privé à travers des réseaux publics. Donc, de créer ce qu'on appelle un VPN, Virtual Private Network, au-dessus de l'Internet, et ce, de manière complètement simple, mais tout à fait encryptée et protégée. Et donc, il y a vraiment des couches de sécurité importantes qui existent dans le SD-WAN de base. Donc, si quelqu'un déploie du SD-WAN d'Adaptive Network, donc toutes ces couches de sécurité dont je viens de parler, elles existent. Okay? Elles sont disponibles. Maintenant, nous offrons chez Adaptive Networks 2 couches supplémentaires. Et c'est où il n'y a aucun sens de déployer les deux. Soit on va vers du Cloud Protect, on va en parler dans une seconde, qui rajoute une couche de ce qu'on appelle le URL and DNS filtering, donc filtrer la destination, et Cloud Secure, qui là, à ce moment-là, va filtrer le contenu, faire ce qu'on appelle du Deep Content Inspection, pour être capable de détecter
des problèmes dans le contenu qui est transféré sur le réseau. Mais là, je vais faire vraiment, on va présenter les deux solutions de manière plus détaillée. Donc, si je commence avec Cloud Protect, ben, Cloud Protect, c'est quoi? Avant tout, c'est au niveau du gateway, la capacité d'utiliser une base de données de plusieurs dizaines de millions de destinations en temps pour être capable d'intercepter des requêtes pour pouvoir bloquer des requêtes qui pourraient, par exemple, être vers du contenu bloqué, par exemple, du phishing. Ce serait très logique de bloquer le phishing, OK? Donc, tous les URL qui sont connus comme étant des sites de phishing, ça serait une politique très logique de ne pas les permettre. Je ne vois pas trop l'intérêt de permettre du phishing. Et donc, de bloquer ce contenu-là, ce qui fait en sorte que si quelqu'un reçoit un email avec un lien de phishing et qu'on clique sur le lien, ben, au lieu d'aller vers le site de phishing, on va simplement bloquer la requête et il n'y aura pas de transaction qui va se faire. Et donc, du coup, on protège bien le end-user. La beauté de Cloud Protect, c'est sa simplicité de déploiement. Comme on ne regarde pas le contenu, on n'a pas besoin de décrypter le contenu, on regarde la destination. Et donc, c'est beaucoup plus simple au niveau du déploiement pour l'usager parce qu'on n'a pas besoin d'avoir de certificat. Ça nous permet de protéger contre des risques, différents niveaux de risques. Je pense qu'on a une slide là-dessus. Donc, on peut définir le curseur, où on veut mettre le curseur au niveau de sécurité. Est-ce qu'on veut aller vers quelque chose de très, très, très light? Par exemple, le malware, hein, ça inclurait le phishing ici, bien sûr. Donc là, ce serait le niveau le plus bas, ce qu'on appelle very light. Hein, c'est-à-dire qu'on bloque juste les choses qui sont connues comme étant du malware. Puis on peut aller beaucoup, beaucoup plus haut. Si par exemple, on est une banque, on veut peut-être carrément protéger tout sauf les business applications. Et du coup, là, on peut aller vers ce qu'on appelle des niveaux très, 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 très restricted. OK? Donc là, on bloquerait, par exemple, du social media, tout ce genre de choses-là serait bloqué. Donc, on choisit le curseur, de où on veut mettre le curseur en termes de sécurité. On peut bloquer, bien sûr, du malware. On devrait toujours bloquer du malware. Il n'y a pas vraiment de use case pour le laisser passer. Mais on peut aller beaucoup plus loin en termes de ce que l'on veut bloquer. Donc, ultimement, le positionnement Cloud Protect, c'est typiquement pour les entreprises qui n'ont pas de pare-feu. Comme je l'ai dit, 50% des petites et moyennes entreprises n'ont pas de solution de cybersécurité en place. Donc, le premier positionnement, c'est les clients qui n'ont pas de pare-feu, OK? Donc, sans pare-feu de nouvelle génération, qui ont un risque de sécurité réel. Et c'est très facile de déployer du Cloud Protect. On va le voir dans une minute quand Pierre-Luc va nous faire une démo de Cloud Protect. Deuxième use case, c'est les entreprises qui ont des pare-feux qui sont très vieillissants. OK? Donc, typiquement, des pare-feux qui ont 5 ans et plus, pour lesquels souvent, ils ne sont pas abonnés à des bases de données de URL pour faire le URL filtering. Ben, à ce moment-là, il y a un use case de simplement remplacer ces vieux pare-feux-là par du Cloud Protect. Les éléments à considérer, c'est que, bien sûr, comme j'ai mentionné, beaucoup de petites entreprises n'ont aucun pare-feu en place. 50% en ont pas. Et by the way, non seulement 50% n'ont pas, mais beaucoup de petites entreprises qui ont déployé des pare-feux n'ont jamais configuré leur pare-feu. Et donc, ont un niveau de protection qui est extrêmement faible, voire nul, parce qu'en réalité, ils n'ont typiquement pas activé les fonctionnalités avancées des pare-feux et donc ne profitent d'aucune manière des fonctionnalités que leur pare-feu permet d'avoir. Dans ce contexte-là, et la raison souvent, c'est que c'est tellement trop complexe. Si quelqu'un a fait l'effort de déployer, si vous avez récemment fait le déploiement de firewall, donc de pare-feu de nouvelle génération, c'est quand même un niveau de complexité qui est hors portée pour l'entreprise moyenne. Et donc, je parlais récemment à un intégrateur qui prend, lui, des clients Fortinet. Il me disait, lui, c'est un MSSP, donc un Managed Security Service Provider, que 95% des clients qui ont acheté du Fortinet et qui viennent les voir n'ont jamais configuré les pare-feux Fortinet. 95%. Donc, si on dit 51% n'a pas de pare-feu et que l'autre 50%, peut-être au moins la moitié, sinon plus, n'ont jamais configuré leur pare-feu, vous voyez que chez les petites entreprises, la grande majorité n'ont soit aucune stratégie de cybersécurité en termes de réseau ou en ont une qui est extrêmement inappropriée. Parce qu'on s'entend qu'un pare-feu qui n'a jamais été déployé, qui n'a jamais été mis à jour, la valeur réelle de ce genre d'équipement-là est extrêmement basse. Donc, sur ça, on va passer à une petite démo qu'on va nous faire Pierre-Luc. Donc, je vais me mettre sur mute et me mettre ici. OK. Voyez-vous l'écran? Moi, je le vois. Jules, tu le vois? Philippe? Oui, c'est bon. Moi, je suis à OK. Moi, j'ai pas mis d'audio pour que ça fasse d'écho. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui.
Ça va OK. maintenant. faire la démo rapidement. Bon, ben, écoutez, je l'ai déjà expliqué, je vais juste vous le montrer. Ici, on a l'orchestrateur. Je suis présentement sur un site. Vous avez seulement à cliquer sur sécurité ici. Et comme j'expliquais, vous n'avez qu'un template à sélectionner. Donc, dans ce cas-là, c'est standard. Et donc, vous êtes juste à un clic de pouvoir déployer Cloud Protect. Puis tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur Update ici pour updater, dans le fond, la nouvelle politique que vous voulez intégrer sur votre site. Et voilà. Donc, c'est juste 2 clics pour avoir du filtrage de URL sur vos sites. C'est ce que je voulais dire. Parfait. Merci, Pierre-Luc. Donc, j'espère que vous voyez mon écran avant parce que là, ça faisait un bout de temps que je présentais. Est-ce que vous voyez... Oh, je suis revenu. Resume. Est-ce que vous voyez toujours ma présentation? Juste confirmer, parce que je vais m'assurer que oui. OK. Je n'ai pas trop compris pourquoi on ne voyait pas la tienne au départ. Parce que moi, je la voyais, c'est Oui, bizarre. c'est super. OK, parfait. Donc, comme vous avez pu voir dans la démo de Pierre-Luc, je vais revenir sur l'élément de la simplicité. Un des objectifs chez Adaptive Networks, oui, derrière ça, il y a des millions, il y a des dizaines de millions d'URL qui sont avec des bases de données qui sont adaptées en temps réel dans un data centers. Mais au final, c'est juste un clic pour l'usager. C'est ça, c'est un peu la vision de cette solution sans friction d'Adaptive. Maintenant, passons au Cloud Secure. Cloud Secure, c'est notre solution plus haut de gamme de sécurité. Cloud Secure, ben, c'est la même topologie, hein, c'est la sécurité toujours dans le cloud. Donc là, on a encore la même chose, on a différents types d'usagers, ultimement qui se connectent à travers Adaptive Connect, qui agit comme shield, donc pare-feu sur le réseau externe, qui va permettre au bon data de transiger à l'input qu'à l'output, mais au mauvais data, donc par exemple du malware, des virus, etc., d'être bloqué. Donc la différence ici entre Cloud Secure et Cloud Protect, c'est que Cloud Protect, on regarde la destination, on regarde donc le contenant, alors que Cloud Secure, on regarde le contenu, on regarde à l'intérieur. Donc, on décrypte, on analyse et on réencrypte. Donc, c'est beaucoup plus sophistiqué, mais ça reste profondément la même topologie, c'est-à-dire que vous avez le client, il y a un device à l'edge qui se connecte au Cloud Gateway, pour lequel il y a un Security Gateway avec une base de données de threat et qui permet de l'analyse des threats et qui va ultimement décider qu'est-ce qui est du bon data versus du mauvais data. La différence, c'est que le anti-malware qui est ici ne regardera pas seulement la destination, mais oui, il va regarder aussi la destination, hein. Mais il va en plus regarder le contenu. On va décrypter ce qu'on appelle du Deep Content Inspection, OK, pour faire une inspection approfondie de ce contenu-là, pour déterminer ce qui est permis et pas permis. Donc, par exemple, une des fonctionnalités de ça, ben, c'est de bloquer des virus, de bloquer des malwares qui sont soit connus, donc, ou inconnus. Hein, il y a une plateforme d'AI, donc d'intelligence artificielle, d'IA, qui va analyser le contenu pour déterminer si, de manière probabilistique, est-ce que c'est du contenu qui est potentiellement mauvais. Par ailleurs, on peut aussi bloquer le trafic sortant. Par exemple, si on est une banque, on veut faire ce qu'on appelle du Data Loss Prevention, DLP dans le monde de la sécurité. Qu'est-ce que c'est du Data Loss Prevention? Ben, c'est d'empêcher la sortie d'informations sensibles de l'entreprise vers l'externe. Donc, par exemple, un employé qui serait peut-être mal intentionné, qui enverrait par email ou autre méthode le numéro de carte de crédit d'un client. Ben, ce numéro de carte de crédit, parce qu'on a fait l'analyse du contenu, on va détecter le pattern de numéro de carte de crédit et on va bloquer l'expédition du contenu. Okay. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle du Data Loss Prevention. Mais tout ça, c'est possible. Ce genre de fonctionnalités-là sont possibles parce qu'on regarde le contenu et non pas simplement le contenant. Le email lui-même serait valide, il serait permis, mais parce que dans le contenu, il y a quelque chose qui n'est pas valide. Par exemple, si j'ai reçu par email un attachment et dans l'attachment, il y a un virus, ben, je vais bloquer le email. L'email sera bloqué parce que dans ce contexte-là, il y a du contenu qui est du malware. Donc, le positionnement de Cloud Secure, ben, c'est typiquement des clients qui ont des besoins de sécurité accrus. On va s'entendre que ça va au-delà de la solution Cloud Protect. Donc, ça peut être des clients qui migrent du MPLS vers des solutions plus Internet, qui vont permettre un accès Internet très sécurisé. Des clients encore là qui ont des pare-feux vieillissants ou simplement des clients qui cherchent qui ont des pare-feux, mais qui cherchent à réduire les coûts parce que
les pare-feux, surtout s'il faut les mettre à jour, ça coûte très cher et c'est beaucoup moins cher de passer vers de la sécurité vers le cloud. Donc, aujourd'hui, Adaptive SD-WAN, bien sûr, est disponible. Par ailleurs, il est important de noter que si le client a des pare-feux existants en place, je prends l'exemple de Fortinet ou autres, ben, il est absolument possible d'utiliser des solutions SD-WAN avec les pare-feux qui sont en place. Aucune obligation de remplacer les pare-feux. Donc, on ne se place pas en disant si vous voulez déployer du SD-WAN d'Adaptive, vous devez remplacer notre pare-feu, absolument pas. Par contre, si vous avez des pare-feux vieillissants ou pas de pare-feu, ben, Cloud Protect est une solution qui est disponible maintenant. C'est simple, abordable et beaucoup plus sécuritaire que de ne pas avoir de pare-feu. Déjà, le SD-WAN, c'est beaucoup plus sécuritaire que de ne pas avoir de pare-feu et d'être sur l'Internet, on s'entend. Et bientôt, on aura Cloud Secure qui va être bientôt disponible autour de janvier 2024. On n'a pas encore fixé la date précise du release. Et là, une solution beaucoup plus haut de gamme, vraiment de type SASE, Secure Access Service Edge, avec des fonctionnalités d'analyse de contenu avancées. Et quand on réfléchit aux clients sans pare-feu, ben, on peut aller directement vers du Cloud Protect maintenant. Et plus tard, le client qui a un bon pare-feu ou qui a du Cloud Protect peut passer vers du Cloud Secure une fois que Cloud Secure est disponible. Donc, en conclusion, la sécurité de réseau fait partie intégrante du futur de SD-WAN. Ce futur-là, il s'appelle SASE, Secure Access Service Edge. C'est la convergence du réseau cloud, qui est le SD-WAN, et de la sécurité cloud. Cette convergence-là, elle permet une simplicité, une capacité d'évolution, une agilité et un coût qui est bien meilleur que des solutions on-prem. Les solutions adaptives, tout de sécurité comme SD-WAN, sont designées pour être simples et donc très adaptées aux entreprises qui ont soit peu ou pas de solutions de sécurité dans le réseau. Mais si on va vers du SD-WAN, on travaille, les solutions SD-WAN adaptives fonctionnent très bien avec des solutions SD-WAN de sécurité déjà en place. Et finalement, nos solutions sont faciles à mettre en œuvre. Cela étant dit, sans compromettre la sophistication de la solution, la capacité de la solution en termes de qualité applicative, en termes de résilience, en termes de sécurité et de manageability, et donc de gérabilité, je pense en français. Donc, sur ce, ben, ça conclut le webinaire. S'il y a quelques questions que ce soit, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Merci beaucoup et bonne journée. Donc, il y a des questions. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a levé sa main. Oui, on a Arnaud qui a levé sa main. Donc, idéalement, s'il y a des questions, Oui, l'idéal, c'est de les mettre dans le chat, je crois. Voilà, donc Arnaud, tu peux poser ta question via le chat. On va se charger de la lire, que les équipes puissent y répondre. D'accord. Donc, merci Bernard pour... vous m'entendez? Oui, absolument. Donc, merci Bernard pour ta présentation. Et merci à toutes ces personnes qui sont connectées. En fait, ce que je voulais ajouter, je veux dire, à la présentation de Bernard, c'est qu'aujourd'hui, avec le SASE, on a de gros avantages. On a de gros avantages à protéger l'ensemble de nos trafics entrant dans notre réseau. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on ne remet pas en cause nécessairement les boîtiers de sécurité que vous avez, qui sont toujours bons, mais ce qui se passe, c'est que souvent, la gestion devient onéreuse. Quand vous prenez un client qui a 2, 3, 4, 5 sites, ça reste encore bon s'il a 2, 3, 4, 5 boîtiers sur ses devices pour lesquels il doit faire les configurations qu'il faut, il doit faire les mises à jour qu'il faut. En cas de dépannage, il est capable de le faire. Mais lorsque vous avez 10, 20, 30, 40 sites, vous comprenez que la gestion devient de plus en plus complexe de pouvoir le gérer de façon manuelle. Donc l'idée aujourd'hui avec le châssis, avec le SD-WAN et la protection dans le cloud, vous avez l'ensemble, n'est-ce pas, de toutes ces mises à jour qui sont gérées, nous savons par nous, mais également vous faites la gestion dans une même place. Nul besoin forcément de faire du site à site pour pouvoir faire, je veux dire, toute cette gestion devient de plus en plus onéreuse. Donc il y a de gros avantages aujourd'hui à véritablement migrer, je veux dire, vers le SASE, vers le cloud, parce que comme Bernard l'a dit, la simplicité y est. Okay? La simplicité, et quand on dit simple, ce n'est pas forcément facile, mais la simplicité
qui est, et puis vous avez un ensemble, je vais dire, vous avez toute la visibilité sur l'ensemble de vos sites, sur l'ensemble des trafics qui entrent ou bien qui sortent de votre réseau. Donc, il y a énormément d'avantages. Donc, je pense que si vous avez des questions, l'occasion de les poser. Et puis, Arnaud a une question. À travers ces questions-là, n'est-ce pas, qu'on sera vraiment efficace de vous répondre. Ouais. Et Arnaud a une question qui est excellente, à mon avis, ici, Jules, qui est quels sont les risques du cloud liés à la sécurité des données? Pour moi, en fait, il y a une opportunité du cloud. Il y a une opportunité quand la sécurité des données, la sécurité en général du réseau, la première mesure de la sécurité, c'est la surface d'attaque. L'objectif numéro 1, c'est de diminuer la surface d'attaque. Et le principal risque pour une entreprise, bon, le principal risque, c'est le social engineering. Ça sera toujours ça, OK? Et là, c'est vraiment la capacité d'avoir du phishing, de filtrage de phishing, c'est ce qui est le plus important. Cela étant dit, en termes de sécurité de réseau, même, si je compare une solution où la sécurité est déployée vers le cloud versus une solution où la sécurité est déployée on-prem, la solution cloud a une surface d'attaque qui est beaucoup plus faible que la solution on-prem. Parce qu'on ne déploie pas plein de solutions et on n'a pas la capacité, avec une solution de type adaptive, on n'a pas la capacité, un hacker n'a pas la capacité de se rendre au site. Il doit passer par le gateway. Et donc, du coup, les solutions de sécurité qui sont gérées par des équipes de professionnels et qui sont toujours en place, et qui sont toujours à jour. Et d'ailleurs, c'est un des réels risques, c'est d'avoir des solutions de sécurité qui sont déployées, mais qui ne sont pas à jour. On a vu que les équipementiers, les providers de firewalls, de pare-feu, ont eu à faire des patchs eux-mêmes de leurs propres devices qui devenaient des risques au niveau de la sécurité. Et beaucoup d'entreprises, malheureusement, mettent en place des pare-feux sur le site, mais ne mettent pas à jour les politiques et ou les logiciels. Donc, les firmwares ne sont pas mis à jour. Et donc, ça crée une surface d'attaque qui est très distribuée, donc qui est dure à gérer pour l'entreprise. En allant vers le cloud, on diminue la surface d'attaque de manière très significative. Cela étant dit, il y a une question qu'on peut se poser, c'est quel est le risque au niveau du trafic? Est-ce que le trafic vers le cloud est plus risqué que le trafic qui n'est pas vers le cloud? La réalité, c'est que le trafic vers l'Internet, c'est le trafic vers l'Internet de toute manière. Cela étant dit, la grosse différence, c'est qu'avec des solutions de type SD-WAN et SASE, tous les flux, même Internet public, sont encryptés. Et donc, il est beaucoup plus difficile pour quelqu'un qui aurait, par exemple, des intentions mal intentionnées et qui aurait accès au site de faire quoi que ce soit. Parce que même si on essayait de s'insérer entre le boîtier SD-WAN et le cloud, bien, tous les flux sont encryptés avec des protocoles à 256 bits, donc absolument impossible à décrypter, pas impossible, mais dont le coût de désencryption est tellement élevé que ça n'a aucun sens et qu'un hacker moyen ne sera pas en mesure de le faire. Je vais aussi mentionner le fait qu'il faut toujours regarder la sécurité du réseau en termes de quel est le coût pour le ratio entre le coût associé à tenter une attaque versus le retour sur l'investissement. Plus l'entreprise est petite, plus le retour sur l'investissement est faible et donc moins le niveau de la complexité de la sophistication des attaques sera là. Okay? Ce que je veux dire, c'est que si on est une grande entreprise, une grande banque, par exemple, on va devoir déployer des moyens de cybersécurité qui sont bien supérieurs à une plus petite entreprise, simplement parce qu'une attaque en vaut beaucoup plus la peine. Et donc, les hackers vont déployer des techniques de niveau d'effort et un niveau de sophistication dans la tentative de breach qui va être bien plus important qu'une petite entreprise. Donc, c'est pour ça qu'un Cloud Protect, par exemple, est une très bonne solution pour la petite entreprise qui n'a pas de solution de cybersécurité, mais n'est pas une bonne solution pour la grande entreprise qui a des pare-feux de nouvelle génération en place. Il faut aussi s'assurer d'avoir une solution qui est alignée avec les risques encourus réels. Je vais prendre l'exemple de la personne qui traverse la rue, OK? Bien, peut-être que la solution, si c'était le président des États-Unis qui traverserait la rue, en fait, on aurait bloqué 10 rues pour s'assurer que quand il va traverser la rue, il n'y a pas de danger. On ne va pas juste utiliser le système de lumière
ou la priorité piéton. Mais pour l'individu moyen, la priorité piéton, ben, c'est suffisant. Donc, on va déployer des moyens de sécurité qui sont fonction du risque de la cible. Et donc, c'est pour ça qu'on a 2 solutions de sécurité. On a 3 solutions de sécurité en réalité. Le SD-WAN de base offre déjà de la sécurité. Cloud Protect offre un niveau de sécurité plus élevé. Cloud Secure a un niveau de sécurité plus élevé. Et si quelqu'un est une très grande entreprise qui a des grands besoins de cybersécurité, on dit gardez votre solution de sécurité en place que vous avez customisée clairement pendant plus d'une décennie et déployer du SD-WAN vraiment pour se focaliser sur le côté applicatif. Donc, j'espère que ça répond à la question, Arnaud. Donc, en fait, pour moi, le cloud est plutôt une opportunité qu'un risque supplémentaire. Donc là, j'ai une deuxième question qui est, malheureusement, j'ai raté le développement de ce que j'ai pu voir. Je vais voir si Cloud Secure ou Cloud Adaptive fonctionne sur n'importe quel type de fournisseur infonuagique. Si oui, comment ça se présente concrètement? OK. Donc, aujourd'hui, oui, théoriquement, on peut rouler sur n'importe quel fournisseur infonuagique, mais nous gérons nos propres data centers aussi. Donc, on peut aussi déployer des solutions. Aujourd'hui, on opère une quinzaine de data centers. Certains sont chez des fournisseurs infonuagiques. Certains sont gérés par Adaptive directement. Donc, en Amérique du Nord, par exemple, nous sommes basés au Canada. Nous opérons 9 data centers aux États-Unis et au Canada. Pour ce qui est du reste du monde, nous travaillons avec des fournisseurs infonuagiques. Aujourd'hui, c'est surtout sur de la AWS qu'on roule, mais on peut rouler sur d'autres fournisseurs. Et d'ailleurs, on est en train de considérer un déploiement vers un nouveau fournisseur infonuagique. A priori, la solution adaptive peut fonctionner sur n'importe quel fournisseur infonuagique qui est capable de faire des virtualisations. Et absolument 100% d'entre eux savent faire de la virtualisation. Donc, à moins que ce soit un fournisseur extrêmement peu sophistiqué, on peut rouler n'importe où. Donc, j'espère que ça répond à la question. Donc, en soi. Et par ailleurs, un des points à mentionner, je ne l'ai pas mentionné, mais pour les entreprises qui ont un data center, on peut aussi, un de ces cloud gateways-là peut être le data center du client. Donc, on appelle ça des cloud gateways privés. Bon, je rentre un peu dans les détails, mais il y a différentes topologies qui existent. Et l'équipe d'Adaptive peut analyser avec les équipes de DBAS Plus la stratégie au niveau de la topologie du réseau pour avoir une topologie du réseau qui est optimum pour les flux applicatifs que le client a. C'est-à-dire qu'il faut vraiment réfléchir aux flux applicatifs, c'est-à-dire où sont les branches, où sont les bureaux et où est le contenu applicatif utilisé pour avoir une stratégie de déploiement qui est optimale au niveau de l'efficacité. C'est-à-dire que si tout le contenu applicatif est, par exemple, je ne sais pas, à l'intérieur même de la Côte d'Ivoire, par exemple, on ne va pas se connecter sur un data center qui est en Amérique du Nord. Ça n'a pas de sens au niveau des flux de trafic. Donc, on va regarder les flux, regarder où sont les applications et puis un peu décider quelle est la topologie qui est optimum. OK. Au niveau d'un POP privé du client, donc c'est une question de Jules, comment va se gérer la sécurité? Ben, de la même façon, en fait. Tout ce que c'est que le POP privé du client, à ce moment-là, devient un cloud gateway qui n'est utilisé que pour ce client-là, mais il est géré exactement de la même façon que les autres cloud gateways qui sont plutôt en mode multi-tenant, qui vont être utilisés pour plusieurs clients. Donc, la démo que vous avez vue de Pierre-Luc serait exactement la même. Il n'y aurait aucun changement au niveau de la façon dont ça gère. La seule différence, c'est que ce POP privé-là, ben, il est privé, il n'est utilisé que par ce client-là. Et donc, il n'y a que les sites de ce client-là qui peuvent se connecter à ce POP-là, qui, à ce moment-là, est dédié à un client. Ce POP-là peut être soit au data center du client ou soit chez un fournisseur infonuagique qui serait géographiquement placé pour être optimum pour le client. Ce n'est pas nécessairement au data center du client. Souvent, c'est plus efficace d'être dans une stratégie infonuagique que d'être chez le client parce que la connectivité infonuagique va typiquement être meilleure. Mais là, on rentre dans des questions de topologie de réseau. Comme je dis, là, c'est vraiment du cas par cas. Il faut vraiment regarder la topologie du client et regarder quelle est la meilleure stratégie au niveau de la topologie. Mais le côté sécurité reste le même. C'est les mêmes technologies, c'est les mêmes logiciels, c'est les mêmes fonctionnalités, ça s'implémente de la même façon. Okay, d'autres questions? Il y avait une autre question de Arnaud qui était juste avant celle de Jules. Excuse-moi. Oui, je viens de voir. Est-ce que la solution est capable de connecter tout type d'accès et comment? Exemple, site, mobile, etc. Oui, IoT, oui. OK, oui, absolument. On peut gérer tout type de connexion. Ça peut être du DSL, de la fibre, du LTE, de la 5G,
Donc, ça n'a pas d'importance pour la solution, quel est le type de connectivité. Tant qu'il y a connectivité, une solution SD-WAN va regarder la connectivité en question. Il faut la configurer, bien sûr, surtout s'il y a des adresses statiques publiques qui sont définies, donc il va falloir les définir pour les connaître. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de limitation. On peut utiliser, et même chose pour les utilisateurs mobiles. Sur le PC, si on a un PC puis on est à l'extérieur, on peut utiliser 1, 2, 3 connexions en autant que le PC soit capable de se connecter. Donc, par exemple, on peut utiliser du Wi-Fi plus, par exemple, du tethering sur Bluetooth sur un téléphone mobile ou simplement en le connectant directement avec un câble USB. Là. Donc, il n'y a pas vraiment de limitation en termes et on supporte plusieurs liens simultanés. Et par ailleurs, quand il y a plusieurs liens, je ne vais pas trop parler des fonctionnalités SD-WAN, mais quand plusieurs liens sont utilisés, bon, en même temps, on peut soit les travailler en mode actif-actif ou actif-passif. Donc, par exemple, si on a 2 liens actifs, on va en temps réel distribuer les flux sur un et ou l'autre lien en fonction de la qualité applicative nécessaire et le lien qui a la meilleure qualité à ce moment-là. Donc, on va être capable de vraiment utiliser les liens pour ce qu'ils sont capables de faire en termes de transport de trafic. OK? D'autres questions? Donc, c'est de très bonnes questions, Arnaud particulièrement, mais vraiment de très bonnes questions ici. Donc, je vois qu'il y a encore une autre question aussi de Arnaud. Je vais attendre qu'elle finisse de taper. Ensuite, on va terminer ensuite le webinaire. Donc, on prend une dernière question. Je vois qu'Arnaud est en train de taper une question, donc je vais attendre. Et puis, dès qu'on a cette question-là, on va y répondre. Oui, elle est capable d'analyser le trafic chiffré. Donc, pour utiliser le terme anglais, on est man in the middle, c'est-à-dire qu'on déploie des nouveaux certificats sur les PC qui nous permettent de décrypter le contenu. Donc, le contenu, le trafic qui est chiffré va être déchiffré pour être capable d'analyser le contenu pour voir s'il y a du contenu qui est potentiellement problématique et réencrypter le contenu. Et donc, on va décrypter et réencrypter de manière à être capable de protéger contre les menaces qui sont potentiellement encryptées elles-mêmes. Et donc, si par exemple, je reçois un flux HTTPS et que j'ai un lien HTTPS et que j'ai cliqué là-dessus, donc c'est encrypté, et que j'ai cliqué sur un lien pour lequel il y a un download d'un fichier qui est un virus, par exemple, on va décrypter, on va détecter, on va bloquer. Donc, on est capable, oui, absolument, d'analyser, bloquer le trafic qui est chiffré. Okay? Pas de souci avec ça. Il faut faire attention, par contre, il faut que le trafic soit chiffré à travers un certificat. Si, par contre, vous avez un firewall et que vous mettez en place un VPN à partir du firewall, là, on n'est pas capable de décrypter ça. Et c'est pour ça qu'on dit toujours, faites le VPN à travers le réseau SD-WAN et pas à travers le firewall. Parce que si vous faites ça, nous, on décrypte notre propre flux, mais on ne peut pas décrypter le flux d'un pare-feu. Et donc, si vous utilisez des pare-feux pour créer un VPN à travers vos sites, là du coup, on est incapable de bloquer le trafic chiffré. Et donc là, ça ne sert à rien de mettre le Cloud Secure. Et donc là, à ce moment-là, utilisez votre firewall pour faire la sécurité parce que là, on va être complètement blind. On ne sera pas capable de voir. Quelles sont les protections de base sans s'assier avec le SD-WAN? Mais les protections de base, Jules, sont les suivantes. C'est avant tout le DDoS, c'est l'encryption, c'est le fait d'avoir des adresses IP au niveau du trafic du site et donc l'incapacité d'adresser les devices qui sont sur le site. Et donc, by the way, ce niveau de protection-là, c'est le niveau de protection qui est le plus sous-estimé en réalité. J'en parle régulièrement à des architectes de réseau et je pense que la même conclusion, c'est que le risque numéro 1 pour les entreprises, c'est de mettre des adresses publiques sur le LAN parce que ça permet à n'importe qui d'aller sur le LAN. Et donc, du coup, la surface d'attaque devient tous les devices du LAN. Okay? Et donc là, ça augmente énormément la surface d'attaque. Si on travaille avec des adresses IP privées, il est impossible de quelqu'un de l'extérieur de tenter d'avoir accès au LAN. Okay? Et donc, du coup, même si j'ai un device, par exemple, un vieux serveur Windows qui n'a pas été patché depuis 4 ans, okay, qui a des vulnérabilités, une liste de vulnérabilités qui fait 3 mètres de long si je les écris sur un bout de papier, c'est pas grave parce qu'il est invisible. Il est impossible de se rendre sur ce serveur-là. Donc, pas possibilité de faire de mouvements latéraux, pas possibilité d'avoir accès au device. Et donc, c'est le niveau de protection qui est, à mon avis, le plus sous-estimé
Et je pense que c'est, pour moi, un des gros avantages d'une solution de type SD-WAN adaptive. Si on travaille en mode adresse IP, puis je sais que beaucoup d'entreprises aiment avoir des adresses publiques pour des raisons de simplicité, mais on le supporte. Mais je dirais que si vous faites ça, vous êtes mieux d'avoir une solution de sécurité extrêmement robuste parce que vous exposez sinon tous vos devices à des hackers externes. Donc, c'est les solutions principales de protection qui sont de base sans s'assier avec le SD-WAN. Donc, sur ça, on va terminer le webinaire, mais remercier tout le monde ici. Je vois, il y a peut-être une autre question d'Arnaud. On va prendre une dernière question, Arnaud, et puis on va terminer le webinaire. Donc, je vous laisse taper la dernière question, Arnaud. Bon, il n'y a peut-être pas de question. Là. Je vois que Arnaud, vous avez... ça recommence. On voit en temps réel si vous êtes en train d'entrer de l'information, donc j'attends de voir. Bon, pendant qu'Arnaud est en train d'entrer la dernière question auquel on répondra, je voudrais remercier tout le monde et surtout l'équipe de Débasse Plus pour avoir organisé ce webinaire qui a été enregistré. On va faire l'editing après, je pense, parce qu'il y a été l'enregistrement pour une raison quelconque a démarré une demi-heure avant le webinaire, donc il y aurait vraiment 30 minutes assez inintéressantes au départ. Donc, on va faire l'édit. Et puis là, j'ai la question de... est-ce possible d'avoir une démo? Oui, on pourra faire le suivi, Arnaud, avec des démos de sécurité. Comme je dis, le codé SASI, c'est quelque chose qui va être livré en janvier 2024. On va être en mesure, de faire des démos d'ici quelques semaines. Donc, on n'est pas encore en position de faire des démos, mais d'ici quelques semaines, on sera capable de faire des démos de la solution Cloud Secure complète. Sinon, la solution Cloud Protect, la démo, elle est triviale à faire. On peut la faire n'importe quand. Et bien sûr, il y a des politiques autres que sécurité aussi que l'on peut discuter. Donc, merci tout le monde. Et puis, Élie, je ne sais pas si tu voulais dire un dernier mot de ton côté. Oui, mais en tout cas, il ne me reste qu'à vous dire merci. Merci à toi, Bernard. Merci à toutes les équipes de Adaptive Networks et de Débasse Plus. Merci à nos clients qui ont pu se joindre à nous à ce rendez-vous-là. Voilà. Donc, on se donne rendez-vous très bientôt. Merci. Bonne journée. Allez, au revoir. Merci à tout le monde. Merci. À bientôt. Bonne journée, au revoir.